Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les nombres complexes, parce qu'on va en avoir besoin ensuite pour traiter le cas des régimes sinusoïdaux. Je vous ai déjà dit qu'en fait, on a une technique qui consiste à remplacer les sinusoïdes par des nombres complexes. Voilà. Et pour faire ça correctement, eh bien, je veux m'assurer que vous ayez bien toutes les notions sur ces nombres complexes qui vont nous être utiles par la suite. Alors, on va faire un petit rappel sur les nombres complexes. Alors, je vous rappelle parce que nombres complexes. Parce que j'espère que vous en avez fait un peu en terminale, et puis normalement vous en avez fait aussi dans le cours de mathématiques ici à l'UT. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les nombres complexes? Alors, en général, les nombres complexes, en mathématiques, on les note Z, je ne comprends absolument pas en électricité, mais c'est pas grave. Et pour avoir un nombre complexe, en fait, on dit qu'il y a une partie imaginaire qu'on note A, c'est ça, qui est un nombre réel, plus une partie imaginaire qu'on écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire il y a un nombre réel, et puis il y a le fameux I des nombres complexes, et le I, c'est le nombre tel que le carré est égal à moins 1, c'est sa définition. Voilà. Donc, ce nombre qu'on appelle I parce que c'est un nombre imaginaire. Alors ensuite, ça c'est une façon de noter un nombre complexe. On verra par la suite, et vous avez dû le voir en mathématiques aussi, qu'on peut le noter, ce nombre complexe, de cette forme-là, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle son module. Alors le module, on peut le noter ρ comme ça, avec une exponentielle complexe, et puis un angle ici qu'on va appeler l'argument, qu'on va noter θ. Ça, c'est une notation mathématique aussi, qu'on appelle la notation en exponentielle complexe. Et puis, nous, en électricité, alors on va noter ça un peu autrement, on fera une notation entre crochets, comme ça. C'est-à-dire, on mettra un crochet, puis on mettra d'abord le module du nombre complexe, et puis ensuite son argument. Comme ça. Alors, pourquoi on va prendre cette notation? Bien parce que la notation qui est ici, là, en mathématiques, elle impose de mettre des radians. Si un θ, c'est un angle, on verra, et c'est forcément en radians. Voilà. Alors que nous, quand on va noter comme ça, eh bien, on s'autorisera à mettre des radians, ou on pourra le mettre en degrés. Voilà. Et souvent, c'est pratique de le mettre en degrés. Une autre notation qu'il faut connaître aussi, c'est que le module d'un nombre complexe, que j'ai noté ρ ici, eh bien, des fois, on écrit comme ça. Module de z, c'est-à-dire on met z entre deux barres, ça veut dire le module. Et puis, θ, qui est l'argument du nombre complexe, là, on peut aussi l'écrire comme ça. Argument du nombre complexe z. Bon, ça, c'est la base de la base. Alors, en électricité, bien figurez-vous que le petit i ici, le nombre local est égal à moins 1, pour ne pas le confondre avec les intensités des courants qu'on a dans le circuit, eh bien, au lieu de noter i, on va noter j. Et c'est l'habitude des physiciens, en général, de noter ce nombre imaginaire pur avec un j. Et même dans l'exponentielle, des fois, vous trouverez des j au lieu des i. Alors, donc ça, c'est juste une petite différence de notation par rapport au cours de mathématiques. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur ces nombres complexes? Il faut savoir ce que représente, sur ces deux représentations, donc ça on appelle ça la forme algébrique, partie réelle plus partie imaginaire. Et les notations comme ça, comme ça, comme ça, on va appeler ça les formes trigonométriques. Voilà. Alors il faut savoir, ce qui va être très important pour nous, c'est d'être capable de jongler entre une représentation d'un nombre complexe sur la forme algébrique et sa représentation sur la forme trigonométrique. Alors pour comprendre un peu ce qui se cache derrière toutes ces notations, eh bien, il faut faire un graphique qu'on appelle, dessiner un plan à deux axes comme ça, qu'on appelle le plan des nombres complexes. Voilà. Cet axe-là, horizontal, c'est l'axe des réels, l'axe vertical, c'est l'axe des imaginaires. Et en fait, chaque point de ce plan correspond aussi à un nombre complexe. Donc, par exemple, on va prendre un nombre complexe Z ici. Voilà, ce point-là, c'est un nombre complexe. Et bien, si on veut connaître les valeurs de A et B qui correspondent à ce nombre complexe, il suffit de prendre les coordonnées cartésiennes du point Z sur ces deux axes, c'est-à-dire que sur l'axe des réels, ici, on lira la valeur de A, et sur l'axe des imaginaires, ici, on lira la valeur de B. Voilà, donc A et B, on peut dire aussi, c'est les coordonnées cartésiennes du point Z. Comme ça. Voilà. Ensuite, si on veut repérer le même nombre complexe, mais non pas avec ses coordonnées cartésiennes, mais avec les coordonnées qui sont ici, ces coordonnées correspondent à ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Polaire, ça veut dire quoi? Quand on veut repérer par coordonnées polaires un point dans un plan, et on commence par donner sa distance qui le sépare de l'origine ici. Donc ça, c'est l'origine.
Voilà. Et cette distance-là, eh bien c'est ce qu'on va appeler le module non complexe, ou donc qu'on note ρ, ou module de z, selon l'humeur, on va dire, voilà, pas de problème. Et puis on va donner ensuite l'angle, coordonnée polaire, l'angle que fait l'axe OZ par rapport à l'axe OR ici. Et cet angle-là, bah, ça sera θ, ou l'argument du non complexe. Voilà. Et donc, bah, c'est deux systèmes de coordonnées. Et comme je vous l'ai dit à l'introduction, il va falloir être capable de jongler entre ces deux systèmes de coordonnées. C'est-à-dire, bah, si je donne ρ et θ, il faut pouvoir calculer A et B. Si je donne A et B, il faut pouvoir calculer ρ et θ. Et passer d'une représentation à l'autre. Voilà. Alors on va étudier maintenant ce qu'on va appeler les formules de passage. D'une forme des nombres complexes à une autre. Donc là, les plus simples, c'est si on connaît ρ et θ, voilà, eh bien on va calculer A et B. Et dans ce cas-là, ça va faire des formules de passage assez simples. Donc là, c'est de la trigonométrie élémentaire. Ça, c'est ρ, c'est dans ce triangle rectangle-là, en fait. On va travailler sur ce triangle rectangle-là, ce qui fait le tour, comme ça. ρ, c'est l'hypoténuse. Et puis le θ, c'est l'angle entre ce qu'on appelle le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc la longueur de ce côté-là, ça sera ρ fois cos θ. Et ensuite, la longueur, la valeur de B, cette distance-là, c'est celle qu'on a ici, c'est la longueur du côté opposé. Et ça, par définition du sinus, c'est égal à ρ fois sinus θ. Voilà pour les formules de passage, pour passer de ρ à θ à A et B. Donc ça, c'est petit 1. Et puis, ensuite, c'est si on connaît cette fois A et B. Et là, il faut calculer ρ et θ, le module de z. Alors comment on fait ça? Eh bien, on travaille toujours dans ce triangle rectangle, hein, et puis on voit que par un théorème de Pythagore, on peut calculer la longueur de l'hypoténuse avec une formule de Pythagore, connaissant ce côté qui fait A, celui-là qui fait B. Et pour obtenir ρ, c'est assez facile, c'est une formule de Pythagore. Et ce qui va être compliqué, ρ ou module de z, c'est pareil. Alors pour avoir l'argument de z ou θ, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est là qu'il y a un petit peu de difficulté. Alors pour obtenir θ, il y a trois choses qu'il faut écrire. Enfin, il y a trois méthodes possibles. On en privilégiera une, mais on va regarder un peu les trois quand même. Donc la première, c'est de constater que le cosinus de θ. Donc le cosinus de θ, on l'a dit, hein, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Donc en fait, si on le met comme ça nous fait cos θ égale A sur ρ. Alors je pourrais mettre sur racine de A2 plus B2, mais comme on a déjà calculé ρ au-dessus, je mets directement ρ. Voilà. On voit que donc on peut connaître le cosinus de θ. Alors est-ce que c'est facile de remonter à θ quand on obtient cos θ? Ça se fait, mais il y a quand même, on va regarder comment ça marche, il y a toujours quand même une petite ambiguïté. C'est toujours comme ça, c'est ce qui fait la difficulté de la chose. Donc là, je vous dessine un cercle trigonométrique, qui n'est pas très beau d'ailleurs. Je suis un peu doublé. Voilà. Donc quand on se donne, donc là, c'est l'axe des x, là, l'axe des y. Hein. Et quand on se donne cosinus θ sur le cercle trigo, qui est un rayon de 1, je vous rappelle, eh bien, ça veut dire qu'on fixe la coordonnée, un point sur l'axe des x ici, par exemple, l'axe ici. Donc là, je me fixe un cos θ, ça c'est cos θ. Et combien il y a de θ possibles qui permettent d'obtenir ce cosinus-là? Donc en fait, il faut que je cherche un point sur le cercle trigo qui a, pour coordonner en x, ce point-là. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a deux valeurs possibles à chaque fois. Il y a ça, ou ça. Et donc les deux angles possibles, ils sont là. Il y a celui-là, on va appeler θ1. Et puis il y a celui-là qui est l'opposé, on va appeler θ2. Et donc en fait, il y a toujours deux valeurs de θ. Voilà. Donc là, ça en fait, c'est la coordonnée réelle du nombre complexe, c'est ce qu'on appelle petit a.
Voilà. Et donc il y a deux nombres z possibles, hein. Il y a un z1 ici et puis un z2 ici. Alors le problème c'est qu'il faut choisir entre les deux. Et qu'est-ce qui va permettre de trancher, de savoir si le z est finalement... alors, comment on va trancher ça? Je vais effacer un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule, pour obtenir θ, on a furieusement envie d'écrire que θ, ça sera la fonction réciproque de cosinus de A sur ρ. Le problème, c'est que si on fait ça, eh bien, la fonction cosinus rend toujours un angle qui est compris entre 0 et pi, ou 0 et un demi-tour, c'est-à-dire que le nombre z sera toujours dans le demi-plan supérieur ici de ce plan des nombres complexes, on va dire. Voilà. Et donc, quand on fait ça, eh bien, ça donne un résultat juste si z est vraiment de ce côté-là, mais s'il est de l'autre côté, c'est faux. Voilà. Alors, comment on va trancher pour savoir si c'est finalement s'il faut faire avec le plus arc cosinus ou pas? Eh bien, ça, c'est la valeur de b qui va nous donner. C'est-à-dire, on regarde si b est positif, eh bien, ça veut dire qu'il faut mettre un plus arc cosinus, et si b est négatif, voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a la valeur de b qui est négative, hein, eh bien, il faudra mettre, je mets moins b, enfin, moins l'opposé de celle-ci, et bien là, il faudra prendre l'angle opposé. Donc, en fait, ça sera arc cosinus si b supérieur à 0, et θ égale moins arc cosinus de A sur ρ si b est plus petit que 0. Et puis il y a le cas où b est égal à 0. Et si b est égal à 0, eh bien on aura θ qui vaut 0 si on a la valeur de A qui est positive, et θ égale moins pi, ou moins 180 degrés si A est négatif, parce que si A est négatif, eh bien votre point Z, il sera ici. Et donc il aura un argument qui fait un demi-tour, c'est-à-dire qui vaut 180 degrés. Voilà, donc on peut le faire par le cosinus, mais ce n'est pas la méthode que je préconise. Je vais vous demander, je vous l'ai donné parce que bon, des fois ça peut se trouver, mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Voilà. L'autre technique qu'on peut utiliser, donc je refais, j'efface un peu, c'est de remarquer que cette fois sinus θ, eh bien c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc on peut écrire ça. Sinus θ égale A sur ρ. Donc on connaît le sinus de l'angle. Alors qu'est-ce que ça fait quand on connaît le sinus d'un angle? Est-ce qu'on peut remonter à l'angle facilement? Alors je refais un cercle trio. Voilà. Alors me donner le sinus, c'est-à-dire, je ne dis pas A c'est B, hein, sinus θ égale B sur ρ. Côté opposé c'est B. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On se donne la valeur de B. Et là on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a deux angles possibles, il y a celui-là et celui-là. C'est-à-dire que les angles possibles, on va avoir un Z1 ici, et puis un Z2 ici. Et il y aura un θ ici, où le θ, ça peut être celui-là. Okay. Alors là, pareil, si on déroule tout, il faudrait trancher pour savoir si le θ il est là ou là. Alors l'arc sinus, je crois que ça rend toujours un angle qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc en fait, il faut se poser la question de savoir si le point Z il est dans le demi-plan droit ici ou dans le demi-plan gauche. S'il est dans le demi-plan droit, on fera arc sinus de B sur ρ, simplement. Et s'il est dans ce demi-plan-là, eh bien, il faudra faire non pas l'arc sinus, mais 180 degrés moins l'arc sinus de B sur A. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça donnera quoi ça? Allez, on fait. Donc on obtiendra θ égale arc sinus de A de B sur ρ si A positif et θ égale arc sinus de
j'écris sur ρ. Alors c'est faux ce que j'écris, c'est pas cosinus de b sur ρ, donc ça c'est compliqué. Il faut faire pi ou 180 degrés moins arc sinus. Voilà. Parce que l'arc sinus il donne cet angle-là, et pour avoir celui-là en fait, hein, il faut faire pi moins l'angle qui est ici. Voilà. Et ça c'est si A est négatif. Voilà. Et puis quand A est égal à 0, bah, quand A est égal à 0, eh bien, il faut regarder le signe de B, hein, ça fera θ égale plus pi sur 2 si B positif. B positif, donc A égale 0, ça veut dire qu'en fait on est sur cet axe. Si B est positif, ça veut dire que l'angle θ vaut pi sur 2 ou 90 degrés. Et s'il est négatif, l'angle vaut moins pi sur 2. Bon, ça c'est la technique par le sinus. Et enfin, il y a la technique, la dernière, qui va être par la tangente. Alors on part avec la tangente. Et c'est ça que je vais privilégier. C'est-à-dire qu'à la limite, les deux premières méthodes, hein, si vous ne les retenez pas, ça ne me dérange pas. On s'en servira pas au cours d'électricité. La dernière méthode, c'est avec la tangente. Alors la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire P sur 1. Donc on écrit tangente θ égale P sur 1. Et là, pour se repérer, on fait avec le cercle toujours. Voilà, et en fait, alors si je me fiche une tangente, c'est là que c'est un petit peu compliqué, mais quand on suit la tangente, on se fiche le rapport B sur A. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends par exemple ici avec son B, voilà. Et bien celui-là a un rapport, cet angle-là, il a certes un rapport B sur A connu, mais si on prend l'angle qui est diamétralement opposé, celui-là, hein, voilà. Et celui-là, en fait, il va s'appeler, c'est θ cette fois plus pi, plus 180 degrés. Voilà. Et bien lui, en fait, qu'est-ce qu'il va avoir ici? Si on fait ses coordonnées, il va avoir moins B sur l'axe des Y, moins A. Et quand on fait moins B sur moins A, ben, ça va donner la même chose que B sur A, c'est-à-dire qu'en fait, cet angle-là, θ plus pi ou θ, ils ont la même tangente. Voilà. Donc en fait, quand on cherche quand on connaît la tangente d'un angle comme ça, θ, et en fait cet angle, on le connaît à un demi-tour près ou à pi près, ou 4 pi près. Alors ça va donner quoi comme une formule? C'est ça qu'on utilisera par la suite. Donc je vais bien détailler là. Et bien quand on connaît la valeur de tangente θ, et bien on peut en déduire que θ est égal à arc tangente de B sur A plus 1 plus ou moins un demi-tour. Voilà. On connaît l'angle à un demi-tour près. Et en fait, c'est quoi ce qui va permettre de trancher? Ben, la fonction arc tangente, donc c'est un peu comme la fonction arc sinus, elle rend toujours un angle qui est compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Donc le résultat sera juste avec l'arc tangente dès lors que A sera positif, c'est-à-dire que votre nom complexe sera dans le demi-plan droit. Donc K égale 0 si A est positif. Et si jamais A est négatif, si A est négatif, ça veut dire que votre nombre Z est dans le demi-plan gauche, et bien dans ce cas-là, il faudra cet arc tangente qui vous donne un angle qui est de ce côté-là, rajouter un demi-tour pour vous renvoyer dans le demi-plan gauche. Donc K égale 1 si A inférieur à 0. Voilà. 1 ou moins 1 d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, parce que quand on fait un demi-tour, si on le fait dans un sens ou dans l'autre, à la fin on est diamétralement opposé. Ça revient au même. Voilà, ben, on peut retenir que ça. Alors si on veut vraiment tout écrire, on peut le réécrire autrement. Hein. Autrement dit, voilà. Eh bien, donc θ égale arc tangente de B sur A si A est positif. θ égale arc tangente de B sur A plus pi si on travaille en radian. Si on sera à 180 degrés si A est négatif. Et ensuite, il y a le cas où A égale 0. Hein. On peut passer sous silence. Ben, si A égale 0, ça va être comme avec l'arc sinus. Je pourrais raisonner aussi ici. Si A égale 0, c'est un volume complexe, il est sur l'axe des imaginaires. Et donc, s'il est sur l'axe des imaginaires, eh bien, son argument soit il vaut plus pi sur 2 si la valeur imaginaire est positive, et si elle est négative, c'est moins pi sur 2.
Donc θ égale pi sur 2 si B positif. Et θ égale moins pi sur 2 si B négatif. Et puis ensuite, le dernier cas, si A égale B égale 0. Alors si tout est nul, enfin, si A et B sont nuls, bah, c'est-à-dire que votre point Z, en fait, c'est l'origine. C'est ça. Et si il y a l'origine, bah, en fait, la simple valeur de ρ permet de localiser, et la valeur de θ n'a aucune importance. Donc là, on met θ égale ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. C'est simplement le fait que ρ égale à 0 permet de situer le nombre complexe dans le plan complexe, donc c'est bon. De toute façon, c'est non complexe nul. Voilà. Alors ça, c'est voilà, la base des nombres complexes. On fera surtout retenir les formules avec l'arc tangente. Hein. On va utiliser que ça en électricité. Et c'est presque tout ce que j'ai à vous dire sur les nombres complexes, sauf qu'il reste un truc très important, qui est la propriété fondamentale des nombres complexes. C'est un petit peu, alors c'est un truc, voilà, ça se démontre en mathématiques, hein, je sais pas, ça se démontre avec les formules de Triveau, je ne vais pas le démontrer, mais c'est pas grave. Et c'est très important de le dire. Donc propriété fondamentale des nombres complexes. Alors la propriété fondamentale des nombres complexes, c'est la suivante. C'est que quand on multiplie des nombres complexes qu'on connaît sous forme trigonométrique. Donc je vais prendre par exemple un nombre complexe qui a un module de 10, et puis un argument de 20 degrés. Oui, je mets en degrés directement. Et que je multiplie par un nombre complexe qui a un module de 20, et puis un argument, mettons, de 30 degrés. Et puis soyons fous, nous allons faire aussi une division. Donc on divise par un nombre complexe qui a, je sais pas, un module de 20 ici. Et puis un argument de 40 degrés. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Bien, quand on a des nombres complexes sous cette forme-là, c'est-à-dire trigonométrique, ça se calcule très facilement. Parce qu'on montre mathématiquement que quand on multiplie deux nombres complexes entre eux, eh bien, les modules se multiplient. Ou quand on divise deux nombres complexes entre eux, eh bien, les modules se divisent. Donc en fait, eh bien, ça va nous faire quoi? Pour le module, on dira que ça fait le produit des modules, 10 fois 20, divisé par 1. Ça, c'est pour les modules. Par contre, pour les arguments, eh bien, quand on multiplie deux nombres complexes entre eux, les arguments s'ajoutent. Donc l'argument de la multiplication, ça va faire 20 plus 30. Voilà, comme ça. Plus 30. Et quand on divise deux nombres complexes entre eux, les arguments se retranchent. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre moins 40. Voilà, donc le résultat, bah, ça fait 10 fois 20 sur 20, ça fait un nombre complexe comme un module de 10. Multiplié par l'argument, ça fera 20 plus 30, 50, moins 10. Ça, c'est fondamental à savoir. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs cette notation en exponentielle complexe. Parce que quand on multiplie deux exponentielles complexes comme ça, les modules se multiplient et quand on multiplie les exponentielles entre elles, eh bien, les valeurs exponentielles s'ajoutent en fait. Donc c'est un peu à l'origine de cette notation pour les nombres complexes. Alors ça, on va l'utiliser à tour de bras. Vous verrez qu'en électricité, pour ne pas se casser la tête dans les calculs, eh bien, dès qu'on a à multiplier deux nombres complexes entre eux, on va les mettre sous forme module et argument, comme ça. Ou multiplier ou diviser, hein, c'est pareil. Et comme ça, la multiplication se fera tout simplement avec cette propriété. Par contre, si jamais on a besoin d'ajouter deux nombres complexes, eh bien, on utilisera plutôt la notation algébrique. Et pour ajouter deux nombres complexes, il suffit d'ajouter les deux parties réelles entre elles et les deux parties imaginaires entre elles. Donc la stratégie de calcul sera tout le temps la suivante. En gros, quand on va faire les calculs, on utilisera la notation algébrique pour les additions de nombres complexes. On utilisera la notation trigonométrique pour les multiplications et les divisions de nombres complexes.
Et quand on aura les deux choses à faire, eh bien, justement, on jonglera entre les deux notations, deux types de notations. Et c'est pour ça qu'on aura converti à des nombres complexes de forme trigo à forme algébrique ou de forme algébrique à forme trigonométrique. Voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce rappel sur les nombres complexes. Et maintenant, on va pouvoir aborder plus sereinement les méthodes de calcul en régime sinusoïdal. Allez, à très bientôt pour ces fameux régimes sinusoïdaux.